À la une de l'actualité, la 8e convention internationale de la mission évangélique Faith and Love s'est tenue du 4 au 6 octobre dernier. La nuit des prodiges à la mission évangélique Grâce de Vie a connu toutes ses promesses le 29 septembre 2017. Le 4 octobre 2017, l'ONG UIFS a procédé à une distribution de kits scolaires à 200 orphelins. Le Ghana se retrouve endeuillé après l'incident lié au trafic illicite de carburant. Et en sport, l'Égypte s'est qualifiée pour le Mondial 2018 grâce à son succès face au Congo. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette édition et très heureuse de vous retrouver. Débutons ce journal en religion et nous parlons de la 8e convention internationale de la mission évangélique Faith and Love qui s'est déroulée du 4 au 6 octobre 2017. Shiloh 2017, la 8e convention internationale de la mission évangélique Faith and Love du 4 au 6 octobre 2017 a mobilisé le peuple de cette église autour de son leader spirituel, le pasteur Josué Kamena. Durant 3 jours, les chrétiens de Faith and Love ont bénéficié d'enseignements et d'édifications de la part d'illustres hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Le pasteur Alexandre Amazou, l'orateur du 2e jour de convention le jeudi 5 octobre 2017, a invité le peuple de Dieu à ne plus seulement subir les contingences de la vie, mais à anticiper. Motivez Dieu, motivez God par vos projets, by your projects. Toi, tu as le projet. You have the project. Lui, il a la réponse. He has the answer. Mais attends, toi, tu as le projet, lui, il a la réponse. Pourquoi il répond à d'autres et toi, il te répond pas? Why did I answer some others and you don't answer? La réponse est simple. The answer is simple. Dieu répond à celui qui le motive. God responds to those who motivate him. Parce que Dieu poursuit des intérêts. Because God pursue interests. Il ne poursuit pas une amitié. He doesn't pursue friendship. Pour l'homme de Dieu, la planification permet la réalisation des projets de Dieu dans la vie de l'homme. Le plan doit toucher votre vie personnelle. The plan have to touch your own life. La vie de ta famille. Parce que c'est en fonction du plan qu'on réagit et on travaille. It's according to the plan. Quel type d'église vous serez dans 10 ans? What kind of church are you? Quel type de fidèle le pasteur veut? What kind of members? En fonction de ça, il planifie. Même according to les enseignements qu'il leur donne. Even the teaching that he gives. C'est pour la moisson qu'il recherche. It's for the harvest. Depuis 8 ans, le thème de la convention de la mission Faith and Love est resté le même, à savoir devenir une source de réveil. Selon le pasteur Josué Kamena, ce choix vise un objectif bien déterminé. C'est un thème qui est inspiré vu le besoin de cette nation, la Côte d'Ivoire. On a senti que l'Église a commencé à s'endormir, l'Église a commencé à fermer les portes. Et cette mission veut emboîter et rester dans la même lignée que les pères, ce qu'ils ont commencé. Nous voulons continuer dans ce sens pour impacter et rappeler et orienter les enfants de Dieu que cette nation appartient à Jésus-Christ et que nous devons gouverner cette nation, nous devons régner dans tous les secteurs d'activité, nous devons voir les chrétiens à la tête de ce pays, les chrétiens être dans le gouvernement, les chrétiens être à l'instance des décrets dans cette nation. C'est pour cela que nous organisons cette convention avec le même thème. Nous sommes à la 8e convention avec le même thème, devenir une source de réveil, parce que nous croyons qu'en Côte d'Ivoire, Dieu va révéler une nouvelle génération avec une nouvelle mentalité pour impacter tous les secteurs d'activité. À travers le Shiloh, la mission évangélique Faith and Love se met en ordre de bataille pour un réveil spirituel en Côte d'Ivoire. La nuit des prodiges, organisée par la MEGVI, mission évangélique Grâce de Vie, dirigée par l'archevêque Guy Vincent Kodja, a connu toutes ses promesses le vendredi 29 septembre. Suivons ce reportage. La MEGVI, mission évangélique Grâce de Vie, a vécu un moment très particulier ce vendredi 29 septembre 2017 à son siège dans la commune de Cocody, plateau d'Okuy. Un rendez-vous ecclésiastique très important qui était une grande veillée de prière avec pour thème « Comment préparer sa moisson ». Le peuple qui a répondu très nombreux était disposé pour ce temps de partage et de bénédiction dénommé la Nuit des prodiges. Le pasteur Kwasi Bruno, invité et orateur de cette veillée de prière, a délivré son message au peuple.
Bien-aimé, rien n'est impossible au Seigneur. Mais si tu veux voir ta moisson, l'heure de ta moisson se manifester, une des choses que tu dois faire, c'est simplement prier. Quand une personne prie, son aspect change. Le diable sait pourquoi il empêche les enfants de Dieu de prier. Quand tu commences à t'endormir, ton aspect ne peut pas prier. Quand il s'est mis en genoux et qu'il a commencé à prier, l'aspect de notre Seigneur changea. Il lui priait sans cesse. Celui qui prie sans cesse, son visage change sans cesse. La prophétie de quelqu'un ne doit plus s'accomplir sur toi. C'est toi-même ta prophétie qui doit s'accomplir sur toi. À la suite du pasteur Kwasi Bruno, place à son éminence l'archevêque Kodja, le père de la maison. Selon l'archevêque, le Dieu que nous adorons est un Dieu véritable. Le Dieu que nous adorons est un Dieu véritable. Et cette onction-là, il a déposé dans toi. Tu souffres parce que tu l'ignores. Tu souffres parce que tu n'as pas encore pris conscience du dépôt que Dieu a mis en toi. Et les gens autour de toi te sous-estiment parce qu'ils te regardent à l'extérieur alors que ce que Dieu a mis est à l'intérieur de toi. On t'a même fait croire que tu étais maudit, que rien ne pouvait marcher. Mais je te confirme ce matin qu'il y a quelque chose que Dieu a déposé. Le ministère est automatiquement rendu. Le Saint-Esprit s'est grandement manifesté à travers l'homme de Dieu, temps de restauration et de délivrance. La nuit de prodige a respecté toutes ses promesses et cette grande veillée de prière s'est achevée par des proclamations de la part de son éminence l'archevêque Kodja à l'endroit de ses enfants. La toute première promotion d'étudiants de l'IFBT, entendait l'Institut de formation biblique et théologique, a procédé à la remise de ses diplômes lors d'une cérémonie de graduation. Ils sont 12 hommes de Dieu qui composent la première promotion de l'Institut de formation biblique et théologique IFBT à Lakota. Ces serviteurs de l'Éternel Dieu ont reçu leur licence d'ordination lors d'une belle cérémonie qui a réuni parents et amis. Dans son exhortation, le pasteur Adonis Kessé a insisté sur l'importance de la formation et la sanctification dans le service de Dieu. Bien-aimé, Dieu ne peut jamais s'investir dans un vase qui est sale pour se reproduire dans quelqu'un. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans nos églises, il y a beaucoup de problèmes de conversion. Parce que les frères ne sont pas du tout propres. La graduation de cette première promotion Lakota de IFBT est l'expression de la grande volonté d'extension de IFBT qui se base sur le social. L'Institut est une institution qui forme les serviteurs de Dieu et les servants de Dieu, voire les responsables d'église et aussi, comment dire, tout chrétien qui est désireux vraiment de comprendre la parole de Dieu. C'est une institution vraiment qui fonctionne à la base du gratuit, donc il n'y a pas tellement de problème d'argent. Pour tous ceux qui veulent comprendre véritablement la parole de Dieu, ils peuvent venir donc prendre part à cette formation. Et pour les récipiendaires, c'est tout simplement la joie et la gratitude à l'égard de Dieu. Je viens de recevoir ma graduation. Je suis vraiment satisfait, je suis content. Je suis très content et je dis merci au Seigneur Jésus-Christ et que le Saint-Esprit conduise toutes choses. Merci et que Dieu nous bénisse. Cette cérémonie de graduation a pris fin comme elle a débuté dans la prière. Que ton onction repose sur tout un chacun et que tu donnes à chacun d'atteindre véritablement ta cible pour sa vie et que la raison pour laquelle tu lui as permis de faire. L'ONG UIFS, l'Union internationale des femmes pour la solidarité, présidée par Madame Nicole Kofi, a procédé à une remise de kits scolaires à près de 200 enfants orphelins démunis de la commune de Port-Bouët à Abidjan.
N'est-ce pas la vraie religion que d'assister les veuves et les orphelins? À cette question, l'ONG UFES, Union internationale des femmes pour la solidarité, a répondu par l'affirmative et par les actes à l'occasion de sa traditionnelle distribution des kits scolaires aux orphelins et enfants démunis le mercredi 4 octobre 2017 à Port-Bouët. Au total, 200 kits scolaires de primaire et de secondaire ont été remis à des jeunes enfants, tous aussi heureux que leur mère. Créé il y a plus de 20 ans, l'UFES se donne pour objectif d'aider les veuves et les orphelins. L'organisation de Mme Nicole Kofi marque par ses actions les événements majeurs dans la vie d'une famille. Bon, vraiment, nous sommes là pour essayer un peu de soulager ces femmes et ces enfants. Donc, en les donnant les dons sur le plan social, les kits scolaires, en les trouvant des parrains pour essayer un peu de soulager leur loyer et tout, et puis les vivre du monde. Par ses actions, l'UFES a déjà changé des vies qui prenaient une tragique trajectoire. C'est le cas d'Edwige, nouvellement admise au BTS. À travers cette ONG, j'ai eu la possibilité de continuer mes études. Parce qu'arrivé en terminale en 2014, après avoir eu le bac A2, il n'y avait plus de moyens pour continuer mes études. Et j'étais vraiment triste. Mais grâce à maman Nicole, l'ONG UFS m'a pu me donner une bourse d'études de 3 ans. Parce qu'avec cette bourse d'études, j'ai pu continuer mes études et obtenir le BTS en ressources humaines et communication. Au-delà des actions ponctuelles, l'ONG UFES œuvre au quotidien auprès des veuves pour leur permettre de se prendre en charge financièrement. Ouvrons la page africaine par cet incident qui a endeuillé le Ghana. C'est un incident lié au trafic illicite de carburant dans la capitale ghanéenne. Sur cette vidéo amateur, l'explosion est spectaculaire. Le dernier bilan fait état d'au moins 7 morts et environ 132 blessés. Il est environ 19h30 dans la capitale ghanéenne Accra lorsqu'un incendie se déclenche à bord d'un camion transportant du gaz naturel. Le feu s'est ensuite propagé à 2 stations-service proches, y entraînant des explosions en série. Pris de panique, de nombreux riverains du quartier ont fui leur domicile. Le nombre total de décès sera annoncé dans les prochaines heures, car nous terminons actuellement notre décompte dans l'établissement médical qui a assisté tous les blessés. À l'heure actuelle, les prestataires des services de police et d'urgence de nuit ont coordonné l'ensemble de l'opération et ont réussi à maîtriser l'incendie dans les 3 premières heures. Et les services d'ambulance nous ont aidés à déplacer toutes les personnes blessées à un certain nombre de centres médicaux. Selon le ministre adjoint de l'Information, 12 camions de pompiers et 200 policiers ont été déployés sur les lieux de l'accident. L'endroit n'est pas ouvert à la circulation actuellement et nous mettons certaines choses en place pour que le trafic puisse reprendre facilement avant lundi matin pendant que nous assistons les blessés et pour commencer à enquêter sur la cause de l'explosion. Les services d'urgence de la police et les services d'ambulance qui ont fonctionné pendant la nuit sur la situation tiendront le vice-président informé des derniers détails. En juin 2015, une explosion similaire avait causé la mort de plus de 150 personnes. L'Égyptienne Mouchira Katab ambitionne de prendre la tête de l'UNESCO. 30 ans après le départ d'Amadou Matar Ombo, une Africaine peut-elle encore diriger l'Agence culturelle des Nations Unies? Suivons cet élément pour plus de détails. Une Africaine peut-elle prendre la tête de l'UNESCO 30 ans après le départ d'Amadou Matar Ombo de l'Agence culturelle des Nations Unies? C'est en tout cas le rêve que caresse l'Égyptienne Mouchira Katab. L'ancienne ministre d'Hosni Moubarak affiche ses soutiens, notamment au sein du continent, alors que les 58 membres du conseil exécutif doivent élire le nouveau directeur général de l'organisation pour succéder à Irina Bokova ce lundi. Madame Mouchira Katab se présente comme la candidate africaine et arabe. Non seulement elle jouit naturellement de la confiance de la diplomatie égyptienne, mais aussi elle sera la candidate de l'Union africaine, rassure-t-elle dans un communiqué. Le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, serait arrivé à Paris pour matérialiser ce soutien. Dans le monde arabe, elle doit faire face à la rivalité de 2 autres candidats, celle de l'ancien ministre de la Culture du Qatar, Ahmad Al-Kouari, et celle de la diplomate libanaise, Vera El-Khouri. En tout, ce sont 9 personnalités qui briguent le poste de directeur général de l'UNESCO. Parmi elles se trouve l'ancienne ministre française de la Culture, Audrey Azoulay.
L'Afrique a besoin de plus de solidarité pour développer le continent. C'est l'idée soutenue par le Premier ministre tunisien Youssef Chahed lors de son entrevue avec son homologue français. Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue français, le Premier ministre tunisien Youssef Chahed a souligné la nécessité pour les chefs d'entreprise africains de développer le continent. La Tunisie est aujourd'hui de surcroît membre observateur de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est dire notre volonté de mettre à disposition notre capital, notamment humain, au service du potentiel qu'offre ce groupement régional. Nous avons par ailleurs entamé des négociations devant consacrer à terme notre adhésion au marché commun de l'Afrique orientale. Le Premier ministre français Édouard Philippe, quant à lui, appelle au développement économique et à la stabilité. Continuité entre le développement économique et la stabilité politique prend évidemment tout son sens en Tunisie, qui est une terre où la démocratie s'enracine. C'est pourquoi le choix de la Tunisie comme étape des rencontres Africa 2017 s'imposait, et c'est pourquoi, monsieur le chef du gouvernement, je tenais à être présent aujourd'hui. Édouard Philippe a salué l'espoir qu'incarne la Tunisie dans sa transition démocratique, formulant le vœu que cela serve d'inspiration. La Tunisie a été marquée par les épreuves, mais elle tient bon. Elle subit de fortes pressions à ses frontières, mais elle tient bon. En s'affirmant comme un acteur régional essentiel pour la stabilisation. La visite d'Édouard Philippe en Tunisie est sa première sortie en dehors de l'Europe. Après ses discours, il présidera le premier Haut Conseil bilatéral de coopération France-Tunisie. À l'international, des centaines de milliers de manifestants de la Catalogne ont manifesté pour crier leur hostilité à l'indépendance de la Catalogne. L'Espagne, la Catalogne et l'Europe réunis dans un seul et même drapeau. Les quelques 350 000 manifestants qui ont défilé à Barcelone dimanche ont été clairs. Ils veulent rester au sein de l'Espagne et de l'Union européenne. Il s'agit du plus grand rassemblement anti-indépendantiste depuis le début de la crise entre Madrid et les autorités de Barcelone. Alors que la situation est toujours bloquée, ces manifestants demandent un retour à la sagesse. Un appel auquel a participé Mario Vargas Llosa. L'écrivain a harangué la foule. Pour lui, aucune conjuration indépendantiste ne pourra détruire la démocratie espagnole. Les supporters de l'unité se sont ensuite rendus devant le Parlement catalan, le symbole selon eux d'un pouvoir qui ne les écoute plus. Face à eux, les Mossos d'Esquadra, accusés par la foule de trahison suite à leur refus de s'opposer au référendum. Le dialogue politique est quant à lui aussi immobile. Mariano Rajoy a déclaré dans une interview être prêt à suspendre l'autonomie de la Catalogne en appliquant l'article 155 de la Constitution espagnole, une procédure jamais appliquée jusqu'ici. Quant à Carles Puigdemont, le chef de l'exécutif catalan, il demande toujours une médiation internationale. Le 14e sommet entre l'Union européenne et l'Inde s'est tenu à New Delhi. Les deux partenaires ont confirmé leur engagement en faveur de l'accord de paix qui s'est tenu à Paris sur le climat. Le petit monde de la cybercriminalité se retrouve cette semaine à Monaco afin d'affûter ses stratégies et tenter de rassurer les entreprises traumatisées par des virus dont les dégâts se comptent en milliards. Suivons cette vidéographie qui nous décrit la boîte à outils du hacker. Les pirates du web ont à leur disposition toute une palette d'outils. Les virus sont des programmes informatiques qui, une fois présents sur un ordinateur, vont se dupliquer dans les fichiers sains. Ils se transmettent la plupart du temps par email. Les vers sont eux aussi des programmes malveillants mais autonomes. Ils n'ont pas besoin de fichiers hôtes et peuvent, sans intervention humaine, se répandre dans un réseau informatique. Les virus comme les vers sont utilisés pour détruire ou modifier une partie des fichiers et peuvent causer des dégâts importants. Les chevaux de Troie sont des programmes qui permettent de prendre le contrôle à distance d'un ordinateur en ouvrant une porte dérobée permettant d'accéder au système. Les pirates s'en servent notamment pour bloquer un serveur. Ils ordonnent simultanément à un grand nombre de machines d'envoyer une requête à un serveur. Submergé, ce dernier est alors hors service. Quant au logiciel espion, il cherche plutôt à collecter les données présentes sur l'ordinateur en toute discrétion. Mails officiels falsifiés, sites internet détournés, d'autres techniques existent. Mais dans les faits, la majorité des attaques tient de l'escroquerie. Les pirates récupèrent des données personnelles, mots de passe ou coordonnées de cartes bancaires pour les utiliser à leur profit. Des milliers de Palestiniennes et Israéliennes ont terminé dimanche une grande marche de 2 semaines à travers Israël et la Cisjordanie. Cette marche avait pour but d'exiger un accord de paix. Suivons cet élément pour plus de détails. L'heure ni la fatigue ne sauraient entamer leur enthousiasme.
Ces femmes ont marché pendant 2 semaines pour promouvoir la paix dans leur pays. Dans le cortège, des Israéliennes juives et arabes et des Palestiniennes venues porter un même message. Nous représentons tous les bords politiques et nous sommes venus dire assez. Maspik en hébreu, Makafi en arabe. Assez. Nous ne voulons plus de ça. Nous voulons un accord politique. À l'origine de cette marche, le mouvement Women Wage Peace, les femmes font la paix, une organisation créée après la guerre de l'été 2014 dans la bande de Gaza. Objectif du mouvement, créer un parlement de femmes pour rappeler aux dirigeants politiques que les accords de paix entre Israël et Palestine doivent être une priorité. Pour la première fois, les femmes élèvent leur voix et demandent la paix parce qu'elles en ont besoin. Ce n'est pas parce qu'elles veulent faire de la politique au Parlement israélien ou qu'elles veulent devenir ministres. Elles ont besoin de la paix pour le futur de leur pays. Une demande que ces femmes ont portée jusqu'à Jérusalem, ultime étape de leur périple. À Hong Kong, une chorale composée de femmes d'origine philippine se réunit chaque dimanche pour chanter des airs de chant qui leur rappellent leurs enfants restés au pays. Un peu plus de 300 000 mères philippines travaillent à Hong Kong. Chanter pour oublier un instant. Cette chorale réunit chaque dimanche des travailleuses domestiques de Hong Kong pendant leur seul jour de congé de la semaine. La musique est la langue de mon cœur, de mon âme. Si je suis triste, je chante. Si je suis heureuse, je chante. Créée en 2014, la chorale est le point de départ d'un nouveau film sur la vie de ses domestiques. Le but du film est vraiment de changer leur image. Malgré leur énorme impact économique, malgré le fait qu'elles représentent 5% de la population, ces femmes sont vraiment considérées comme des citoyennes de seconde classe. Indonésiennes ou des Philippines, elles sont plus de 300 000 à travailler ici, ménage, garde des enfants et cuisine, 6 jours par semaine pour un salaire minimum de 462 € par mois. Mon fils avait seulement 1 an et 7 mois quand je suis partie. Et mon plus jeune n'avait que 4 mois. Et maintenant, il a 21 ans. Et mon aîné a 24 ans. Donc imaginez les sacrifices que j'ai dû faire pour eux. C'est ce sacrifice maternel qui est au cœur de la chanson la plus populaire de la chorale. Une chanson qui évoque la tendresse d'un baiser avant de dormir et le manque de ces mères qui s'occupent des enfants des autres pour subvenir aux besoins des leurs. C'est dur, mais Dieu merci, je l'ai fait. Et ça, personne ne peut me le prendre. Ce que j'ai donné à mes enfants. Après avoir chanté dans les plus grands festivals de Hong Kong et grâce aux projecteurs du film, la chorale espère désormais se produire à l'international pour continuer à mettre en lumière le destin des domestiques de Hong Kong et le pouvoir de la musique. Et en sport, l'Égypte vient de se qualifier pour le Mondial 2018 grâce à son succès face au Congo ce dimanche. Les Égyptiens sont massivement sortis dans les rues du Caire ce dimanche pour célébrer la qualification des Pharaons pour le Mondial Russie 2018. Grâce à un doublé de l'attaquant de Liverpool, Mohamed Salah, pour une victoire 2-1 face au Congo, les septuples champions d'Afrique retrouvent la phase finale de la Coupe du Monde 28 ans après leur dernière participation. C'est une journée merveilleuse, près de 30 ans après notre dernière participation à une Coupe du Monde. Merci Mohamed Salah. Nous sommes enfin à la Coupe du Monde. 100 millions d'Égyptiens sont remplis de joie grâce à lui et nos prières l'accompagnent. 1000 félicitations à l'Égypte. L'Égypte est la deuxième nation africaine à décrocher son billet pour le mondial russe après le Nigeria. C'est la troisième participation des Pharaons à une phase finale de Coupe du Monde après 1934 et 1990.
En signe de protestation contre les violences policières, une vingtaine de joueurs de football américains se sont agenouillés au moment de l'hymne national en présence du vice-président des États-Unis d'Amérique. Une vingtaine de joueurs de l'équipe de football américain des 49ers ainsi que des Colts d'Indianapolis se sont agenouillés au moment de l'hymne national. Venu voir la rencontre, Mike Pence, le vice-président des États-Unis, outré par le geste, a quitté le stade avant la fin du match. S'agenouiller au moment de l'hymne se veut un symbole de soutien de la part des joueurs au mouvement Black Lives Matter. Mike Pence a expliqué dans un tweet avoir quitté le stade car il ne souhaitait pas honorer de sa présence un événement manquant de respect aux soldats, au drapeau ou à l'hymne. Le président Trump, qui il y a plusieurs semaines a lancé les hostilités en appelant les franchises NFL à virer les joueurs qui ne se lèvent pas, a lui aussi tweeté. Il s'est dit fier de son vice-président et a expliqué qu'il avait lui-même demandé qu'il quitte le stade si des joueurs venaient à s'agenouiller. Ce signe est devenu populaire parmi les footballeurs et clive la société depuis qu'un joueur des 49ers, Colin Kaepernick, a refusé de se lever en août 2016 pour protester contre la répression dont sont victimes les Noirs aux États-Unis. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ici que s'achève cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Restez bénis sur votre chaîne Béni TV. Au revoir.